C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'Union africaine qui suspend le Gabon avec effet immédiat, une décision après le coup d'État de ce mercredi. Dans le même temps, l'opposition gabonaise demande aux putschistes de reconnaître sa victoire à la présidentielle. On fera le point dans ce journal. Le lourd bilan de la répression d'une manifestation à Goma en République démocratique du Congo. Au moins 48 civils et un policier ont été tués mercredi. La classe politique et la société civile condamnent et exigent une enquête indépendante. Reportage à suivre. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à Bouaké, en Côte d'Ivoire, où la bataille pour les élections locales de samedi est engagée. Vous verrez que le parti au pouvoir a un bon bilan et que le PDCI se bat pour reprendre la ville. Reportage à suivre. L'Union africaine a donc suspendu le Gabon avec effet immédiat après le coup d'État survenu hier. Un coup d'État mené par la garde républicaine à l'annonce de la victoire à la présidentielle d'Ali Bongo Ondimba. L'opposition, qui revendique sa victoire, demande aux militaires au pouvoir de la reconnaître. Shirley Sidbon. Dans les rues de Libreville ce matin, presque rien ne laisse deviner les événements de la veille, si ce n'est l'état de cette affiche. Après avoir célébré la chute de l'ancien président, les Gabonais attendent désormais d'être fixés sur l'avenir politique de leur pays. Toutefois, les intentions des nouvelles autorités restent floues, à l'exception de la prestation de serment du général Oligui Nguema comme président de la transition, fixée à lundi prochain. Aucun calendrier n'a été fixé. Le général de brigade Oligui Nguema Brice, président du comité pour la transition et la restauration des institutions, décide du rétablissement temporaire de la Cour constitutionnelle, de la mise en place progressive des institutions de la transition, de la reprise des vols domestiques. Dans le même temps, la principale plateforme de l'opposition demande aux militaires d'achever le comptage des bulletins de vote afin de reconnaître la victoire de son candidat, Albert Ondoosa. Le porte-parole d'Alternance 23 était l'invité de France 24. De toutes les façons, à l'heure où nous sommes, la victoire de notre candidat, le professeur Albert Ondoosa, ne souffre absolument d'aucune contestation. Il n'y a aucune personne présente dans le territoire national sérieuse capable d'affirmer ce que je suis en train de dire en ce moment. Plus de 24 heures après le coup de force militaire, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine annonce ce jeudi soir la suspension avec effet immédiat du Gabon. Et avec nous sur ce plateau, Simon Alahandi, spécialiste en politique internationale. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous avez vu le sujet. Pensez-vous que l'opposition gabonaise a une chance d'obtenir gain de cause? Elle demande aux putschistes de reconnaître leur victoire. Bon, merci. Je pense que le job de l'analyste, ce n'est pas de faire ce type d'arbitrage. Je dirais simplement qu'on est dans ce moment de bascule et de frémissement en Afrique où les déstabilisations en série que l'on croyait uniquement dans le Sahel sont en train d'intervenir dans le bastion de ce qui était le cœur de ce qu'on a appelé la France-Afrique. Certainement, sur le plan technique, il y a 3 manières de résoudre une crise post-électorale. Soit on recompte les voix, soit on voit chez le juge, soit on refait l'élection dans les parties ou les zones qui ont été contentieuses. Et donc, de ce point de vue-là, sur le plan purement de la technologie électorale, je pense que l'opposition a tout à fait raison de demander à ce qu'il y ait une reconnaissance. Mais cette reconnaissance doit être sur la base des éléments empiriques, à savoir soit le recomptage, donc les éléments que j'ai... Est-ce que les militaires qui ont pris le pouvoir sont prêts aujourd'hui à procéder à un recomptage, sont disposés à le faire, alors qu'il y a quand même eu un coup d'État hier. Oui, mais parce Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est là où justement le coup d'État qui arrive au Gabon est un coup de semonce par rapport aux velléités guerrières qu'on a vues dans le Sahel pour le rétablissement de l'autorité ou en tout cas de la légalité constitutionnelle. Je pense que c'est une catastrophe en même temps, mais dans la catastrophe, il faut reconnaître l'opportunité. Je pense que c'est une opportunité historique pour la France de montrer qu'elle est vraiment aux côtés de la démocratie et d'exiger effectivement que la voie électorale ici soit privilégiée.
Alors, la mauvaise gouvernance, l'absence d'alternance démocratique ne sont-elles pas finalement la source des instabilités de ces dernières années? N'est-ce pas l'une des raisons de la multiplication de tous ces coups d'État, même s'ils ne sont pas toujours comparables? Je pense qu'au niveau de l'analyse, on a tort de faire comme si ces coups d'État étaient une nouveauté. Pendant des années, il y a eu une espèce d'addiction de l'Occident à faire des pronunciamientos en Afrique. C'est simplement parce que ça arrive maintenant, donc on est un peu dans une sorte de fallacieuse nouveauté. Je crois que ce qui se passe est un moment capital de l'histoire africaine. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui est en train de vouloir sortir de la suffocation dans laquelle elle a été installée depuis la colonisation et qui, cette demande de respiration n'a pas reçu une réponse politique concrète. Et on est donc dans cette contradiction-là d'une volonté réelle d'autonomisation de l'Afrique, de s'emparer enfin de son propre destin et de pouvoir articuler une vision de son développement et de son avenir et qui s'oppose encore à une certaine forme de résistance paléo-archaïque des forces de ce qu'on pourrait appeler la néocoloniale qui pratique... Alors justement, vous avez évoqué tout à l'heure la France-Afrique. Quel rôle pourrait jouer la France? Est-ce que la France devrait jouer un rôle d'ailleurs? Ou est-ce que c'est plus l'Union européenne qui devrait tenter justement une médiation pour... On voit le cas du Niger, par exemple, qui est très concrètement. Oui, ce sont des enjeux géostratégiques. Je pense que je ne suis pas très spécialiste de la politique France-Afrique, qui a été sous-traitée à des gens qui sont éminemment beaucoup plus compétents, mais je pense que l'Union européenne a des muscles financiers, elle a de l'expertise, elle a notamment avec le Niger depuis très longtemps un dialogue politique depuis 2008 qui a été mis en place. Depuis 2015, elle a des accords de coopération installés avec le Niger. Elle a même un envoyé spécial à la fois pour le Sahel qui est resté tout à fait à faune jusque-là. Je pense que devant l'existence assez contentieuse et confrontationnelle de la relation entre la France et l'Afrique, maintenant il faudrait peut-être qu'un autre acteur beaucoup moins viscéralement inscrit dans cette longue tradition à la fois de domination et de libération intervienne pour pouvoir faire en sorte que les choses reviennent au calme. Mais pour revenir au Gabon, je crois qu'il est vraiment important qu'aujourd'hui on réfléchisse à des mécaniques de dévolution de pouvoir qui excluent la violence, à une mécanique de dévolution de pouvoir qui ne permet pas comme ça de bafouer en un clin d'œil la totalité de l'armature de l'architecture institutionnelle d'un État. Et on a aussi un peu mal en tant qu'Africain de voir de quelle manière assez cruelle le chef de l'État a été défait, ce qui nous pose un problème nous-mêmes de savoir quelle est la considération que nous avons pour nos propres institutions et donc la gestion politique de ce qui se passe au Gabon est tout à fait importante. Elle rejoint celle du Sahel même si elles ne sont pas similaires. Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Simon Alain-Andy, spécialiste en politique internationale. Merci pour votre décryptage. C'est moi qui vous remercie. La tension est montée d'un cran entre Paris et Niamey ce jeudi. Les militaires au pouvoir au Niger ont instruit les services de police de la nécessité de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur français à Niamey après le refus de Paris de se conformer à un ultimatum exigeant son départ. Le ministre sénégalais de la Justice a déclaré que la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs était définitive. L'opposant est donc inéligible pour la présidentielle de 2024. Les explications de Sarah Sako à Dakar. Sa condamnation est devenue entre-temps définitive. Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, est revenu sur le sort d'Ousmane Sonko chez nos confrères de Jeune Afrique. Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison par contumace pour corruption de la jeunesse début juin, et écroué fin juillet dans une autre affaire, cette fois inculpé notamment pour appel à l'insurrection. Selon ses conseils, qui invoquent les textes sur la contumace, à partir du moment où Ousmane Sonko est arrêté, il a le droit à un nouveau procès. Il n'en est rien, dit le ministre de la Justice dans cette interview, car, dit-il, c'est dans le cadre d'une autre affaire qu'Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt. L'opposant est radié des listes électorales et, ajoute le ministre, il n'y a là aucune cabale en vue d'évincer un candidat à la présidentielle. Une sortie qui fait réagir dans le camp d'Ousmane Sonko, qui
maintient que son leader reste éligible et que Dakar fait tout pour l'empêcher d'être candidat au prochain scrutin. En République démocratique du Congo, au moins 48 civils et un policier ont été tués mercredi à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU. La classe politique et la société civile dénoncent un usage disproportionné de la force et appellent à une enquête indépendante. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula avec Justin Kabumba. Dans ce quartier de Goma, la famille de Claude Amani est inconsolable. Le jeune homme de 32 ans a été tué alors qu'il participait à la manifestation de ce mercredi. Claude Amani était en train de préparer la rentrée scolaire de ses 3 enfants. Pour ses proches, la douleur est immense. Le corps de notre fils était criblé de balles. Ce sont les militaires qui l'ont tué. Il était allongé à la morgue avec d'autres victimes. Nous avons encore besoin de notre fils. Il a une famille. Mercredi, des centaines de manifestants se sont rassemblés à l'appel d'une secte mystico-religieuse. Leur mot d'ordre, exiger le départ de la MONUSCO, jugée inefficace contre les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Mais à peine rassemblés, les manifestants ont été violemment dispersés par l'armée. Nous sommes des civils, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes au lieu d'attaquer les rebelles. Au moins 48 personnes ont brutalement trouvé la mort et 75 autres ont été blessées selon plusieurs sources sécuritaires. Les autorités militaires, elles, parlent de 6 morts dans les rangs des manifestants et d'un policier tué, lapidé par la foule. 148 personnes ont aussi été interpellées. Un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Ouazalendou appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimois Ephraim, ont prémédité et sémé le chaos dans la ville. Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles. De son côté, la société civile dénonce un usage disproportionné de la force et demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Les images de cette répression largement diffusées sur les réseaux sociaux ont provoqué l'indignation dans le pays. Ce drame à Johannesburg, en Afrique du Sud, plus de 70 personnes, dont des enfants, ont péri jeudi dans un violent incendie. Ils sont des dizaines à avoir été pris au piège. Ils étaient enfermés derrière les grilles verrouillées d'un immeuble squatté. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Écoutez. Cela démontre un problème chronique avec les constructions dans notre province. Comme nous l'avons dit précédemment, 1 200 000 personnes ont besoin de logements dans notre province. Nous avons besoin d'une approche intergouvernementale afin de ne pas avoir à gérer à nouveau ce genre de tragédie avec de telles proportions à l'avenir. À J-3 avant les élections locales en Côte d'Ivoire, coup de projecteur sur Bouaké. Le parti au pouvoir, le RHDP, compte bien s'appuyer sur son bilan de bâtisseur pour conserver l'ex-cité rebelle. Le PDCI, de son côté, cherche à reprendre ce bastion historique perdu en 2000 à l'aube de la guerre civile. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. C'était la veille du lancement officiel de la campagne électorale, l'inauguration en grande pompe de l'autoroute qui relie Bouaké à Tiébissou. Sur place, le vice-président et plusieurs ministres, dont Amadou Koné, candidat du camp présidentiel à la mairie de Bouaké. Longtemps, et nos parents l'ont dit, cette autoroute leur avait été annoncée. Depuis, d'après eux, au moins une quarantaine d'années. C'est le président Alassane Ouattara qui vient de réaliser cet ouvrage. Ancienne capitale rebelle dans les années 2000, la deuxième ville de Côte d'Ivoire a souffert d'une décennie d'abandon par les pouvoirs publics. Mais depuis une dizaine d'années, les rénovations s'accumulent. Réseau routier et de transport, infrastructures électriques ou encore la rénovation du stade. Le renouveau de Bouaké s'impose comme un argument de campagne. Alors qu'il tient meeting, le candidat PDCI, Gnamien Konan, affirme lui qu'il faut d'abord penser les plaies de la guerre civile. Les gens n'ont pas demandé pardon à ces morts. Ce qui les intéresse, c'est prendre le pouvoir.
Mais les gens sont morts de leur faute. Après le décès de son chef historique, Henri Konan-Bédié, qui a plongé ses fidèles dans l'incertitude, récupérer cet ancien bastion du PDCI est un enjeu majeur pour le parti. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent les réalisations du RHDP. Ils prennent des photos avec. Mais ils ont faim. Il n'y a pas d'emploi. Et le chômage est palpable. Le prochain maire devra également composer avec l'explosion démographique de la ville, liée entre autres à l'arrivée massive des Maliens et Burkinabés, fuyant le chômage et l'insécurité dans leur pays. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.